Nous avons une information de dernière minute. Il y a environ 1 heure, on a annoncé qu'Israël et le Hezbollah étaient tombés d'accord sur un cessez-le-feu. Les responsables américains se disent inquiets, mais ce cessez-le-feu ne doit entrer en vigueur qu'à 16 heures aujourd'hui. Et on ne sait pas encore s'il s'agit de 16 heures, heure de la côte Est, ou de 16 heures, heure locale. Mais l'annonce est claire. Les deux parties, Israël et le Hezbollah, c'est confirmé par une source américaine, ont accepté de commencer un cessez-le-feu plus tard dans la journée. C'est un développement très important pour plusieurs raisons. Tout dépendait, pour que la guerre entre les États-Unis et l'Iran prenne fin, de la situation au Liban, de la fin du conflit avec le Hezbollah. Le camp iranien avait déclaré que leur exigence principale, c'était la fin de la guerre sur tous les fronts, pas seulement sur le front iranien, mais sur l'ensemble des fronts, y compris explicitement le Liban. Jusqu'à ce matin encore, il y avait des attaques là-bas. Alors la question qui se pose et qui se posait déjà, c'est d'abord, est-ce que le président Trump peut amener Netanyahou et Israël à se calmer, à leur dire de ne pas faire quelque chose qui pour eux paraît tout à fait logique? Et là-dessus, il y a énormément d'obstacles, et on va en examiner plusieurs dans l'émission d'aujourd'hui. Parce que maintenant, mes amis, le vrai travail commence. D'accord? C'était une chose d'arriver à un accord et de signer ce mémorandum d'entente. Mais soyons très clairs, pour que tout le monde comprenne bien, cela n'a pas mis fin à la guerre. Ça a simplement déclenché une trêve de 60 jours pour permettre aux négociations de paix de se tenir. Et maintenant, tous les sujets difficiles restent à traiter. Et vu les déclarations belliqueuses des deux côtés, rien ne garantit qu'on y arrivera. Donc il reste toujours la possibilité que tout ça se rallume, d'après toutes les sources. Des deux côtés, le détroit d'Ormuz est en train d'être rouvert. Je crois qu'aujourd'hui c'était le jour officiel du début, parce que les deux parties devaient transmettre les informations aux navires. Il fallait s'assurer que les routes et les chenaux soient dégagés, et ainsi de suite. L'Iran a promis qu'il ne prélèverait aucun droit pendant une période de 60 jours. Et ils ont été très clairs, dans la presse comme dans leurs déclarations publiques, depuis la signature, qu'ils rétabliraient ces frais de fonds, comme ils les appellent, à partir du 61e jour. Ils disent qu'ils ne reviendront jamais à un détroit d'Ormuz complètement ouvert, libre et sans aucune restriction. Donc, c'est un autre point majeur, vraiment crucial, qu'il va falloir résoudre pendant cette période. Sinon, on pourrait malheureusement se retrouver à nouveau en guerre. On va suivre ça de près. Mais pour cet épisode, concentrons-nous sur la question des États-Unis et d'Israël. Qui est vraiment aux commandes ici? C'est une question qu'on s'est déjà posée plusieurs fois dans cette émission. Parfois, on a l'impression que Netanyahou a l'avantage. Et puis à d'autres moments, on dirait que le président Trump est en train de prendre le dessus. Parfois, Trump tient des propos très menaçants. Parfois, ce sont les Israéliens qui le font. Et puis, il arrive aussi que Trump fasse une déclaration catégorique. Et puis, quelques heures plus tard, Israël te fait un bras d'honneur en disant « on fera ce qu'on veut ». Et ça repart dans l'autre sens. Donc oui, c'est une relation très compliquée. On a vu ces derniers jours pas mal de rapports sur des échanges très tendus entre Trump et Netanyahou, personnellement, avec toutes sortes d'insultes et de propos très durs. Et là, je vois qu'on a Yuri qui apparaît à l'écran. Il annonce la fermeture du détroit d'Ormuz en réponse aux attaques d'Israël contre le Liban. C'était intéressant, parce que ça, c'était il y a seulement 3 heures. Mais il y a 1 heure, ils ont en fait annoncé un cessez-le-feu. Gary, si tu peux, pendant qu'on est en ligne, regarde s'il y a eu quelque chose de nouveau du côté des gardiens de la Révolution après cette annonce. Parce qu'on peut se demander si ça faisait partie de la pression qui a poussé les Israéliens à accepter, enfin, un cessez-le-feu avec le Hezbollah.
Mais je voudrais quand même souligner, puisqu'on parle de cette question du Hezbollah, qu'ils ne sont pas exactement des acteurs dépendants. Ils ont leur propre agenda. Et il n'a jamais été vraiment clair que l'Iran décidait de tout. L'Iran soutient le Hezbollah depuis très longtemps, depuis des décennies. Mais le Hezbollah a toujours été une faction indépendante. De la même façon qu'il est difficile pour les États-Unis d'exercer un vrai contrôle sur Israël, il est aussi difficile pour l'Iran de contrôler totalement le Hezbollah. Alors, ils en ont fait un point central dans leur discours. Ils disent en gros, « On va vous aider, Hezbollah, parce que vous avez toujours aidé l'Iran par le passé. » Et maintenant, l'Iran affirme, « On va faire en sorte que la guerre contre vous s'arrête. » Mais il faut aussi rappeler qu'il y a des courants durs partout, des partisans de la ligne dure, en Iran, en Israël, aux États-Unis et au sein même du Hezbollah. Et dans chacun de ces camps, il y a aussi des gens qui veulent, eux, aller vers la diplomatie. C'est pour ça que cette situation est tellement chaotique et incroyablement difficile à gérer. Parce que, comme je le répète souvent ici et maintenant, tout est en train de se dérouler sous nos yeux. Quand on déclenche une guerre, très souvent, elle finit par avoir sa propre dynamique. On croit qu'on garde le contrôle, qu'on peut décider quand ça commence. En réalité, c'est facile de déclencher une guerre, mais c'est terriblement difficile de l'arrêter. Et voilà pourquoi. Parce qu'on libère toutes ses forces, toutes ses émotions, parce que tout le monde a été touché. Et chaque camp pense toujours que la douleur qu'il subit est injuste, qu'elle n'a pas lieu d'être, que les autres, en face, ont tort. Et littéralement, chaque camp dit exactement la même chose de l'autre. Alors, comment allez-vous apaiser toutes ces personnes qui ont des positions totalement inconciliables? Vous ne pouvez pas trouver un accord unique qui rendra quelqu'un heureux, encore moins tout le monde. Et c'est bien là le problème, parce que tout semble dépendre de la question Hezbollah-Israël. Bon, très bien, on a un cessez-le-feu pour le moment. On verra s'il entre vraiment en vigueur plus tard dans la journée. Mais ensuite, que se passe-t-il? Du côté de l'Iran, ce qu'ils ont dit, c'est qu'Israël doit se retirer, pas seulement cesser le feu. Ils doivent arrêter la guerre et retirer leurs troupes. Et croyez-moi, ils sont très clairs là-dessus. D'ailleurs, je vais vous montrer dans un instant ce que le ministre israélien de la Défense, Katz, a déclaré à ce sujet à propos d'un retrait du Liban. C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à imaginer. Et la question maintenant, c'est de savoir comment cette dynamique, c'est ce que je veux examiner tout de suite, comment cette dynamique entre Trump et Netanyahou va se manifester dans les prochains jours et surtout sur ce sujet précis. Mais avant ça, je veux vous montrer quelque chose qui illustre bien l'état d'esprit du président Trump ce matin. Comme toujours, on va jeter un œil à Truth Social et encore une fois, il n'a pas déçu. D'abord, il essaie un peu de faire passer le message du genre « Regardez, je fais tout comme il faut ici ». Quelle surprise, n'est-ce pas? Il dit « Écoutez, la guerre a affaibli l'Iran ». Ils n'ont plus de force aérienne, plus de marines, plus d'avions, plus de radars, pratiquement plus rien du tout. Et pourtant, les démocrates affirment que l'Iran se porte mieux aujourd'hui qu'il y a 4 mois. Vous imaginez qu'on puisse dire ça sans que personne ne réagisse? À quel point peut-on être stupide? Bon, j'ai quand même 2 questions, Monsieur le Président. Je dois les poser. Si on revient un instant en arrière, Gary, si les Iraniens n'ont plus de force aérienne, plus de marines, plus d'avions, plus de radars, ni quoi que ce soit d'autre, pourquoi avons-nous accepté un cessez-le-feu? Pourquoi avons-nous accepté des conditions qui leur profitent autant? Et d'ailleurs, jusqu'à tout à l'heure, au moment où Gary montrait ça, selon ce que disait le corps des gardiens de la révolution islamique, jusqu'à maintenant, qui contrôle le détroit d'Ormuz. Qui contrôle vraiment le flux de pétrole, s'il y en a encore un? Ce n'est pas nous. On a stoppé le pétrole iranien.
Ça oui, on l'a fait avec notre bloc A. Mais qui a arrêté tout le reste depuis le début de la guerre? Ce n'est pas notre camp. Alors, quand vous demandez à quel point ces soi-disant démocrates sont stupides, vous devriez peut-être revoir la question. Ensuite, si on passe au point suivant, c'était le dernier. Il a parlé il y a seulement quelques heures, et maintenant, il répond à ces questions sur, vous savez, toutes ces personnes qui se moquent du président Trump en disant « Ah, tu étais désespéré, tu t'es soumis à l'Iran, tu voulais un accord à tout prix. » Et lui, il dit qu'on ne s'est pas rencontré par désespoir. C'est l'Iran qui l'a fait. Ils sont finis. On va aller jusqu'au bout des 60 jours. Ils n'auront pas d'argent. D'accord. Mais là, il faut quand même se poser la question, surtout si on est un fervent partisan de MAGA. Si vraiment ils sont finis, pourquoi est-ce que je leur ai donné quoi que ce soit? Pourquoi ai-je accepté de débloquer des fonds gelés? Pourquoi ai-je accepté de lever des sanctions? Pourquoi ai-je accepté un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars? Pourquoi ai-je accepté qu'après ces 60 jours, on parle du contrôle du détroit d'Ormuz et des droits de passage? Et pourquoi ai-je dit qu'on discuterait du programme nucléaire pendant cette période pour voir où cela nous mène, s'ils sont censés être finis? Normalement, on ne ferait qu'imposer les conditions d'une reddition sans condition, comme le président Trump l'avait dit plus tôt dans cette guerre. Est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce que dans ce que je viens de décrire, dans ces quelques points, il y en a 14 en tout, est-ce que ça te semble ressembler à une reddition sans condition? Alors oui, ça paraît être une question rhétorique, mais il y a eu une interview avec Axios, elle a eu lieu hier soir. Plusieurs extraits ont été publiés ce matin. Je n'ai pas encore vu le rapport complet, mais je vais te montrer plusieurs passages de ce rapport où on se dit un peu « Attends, qu'est-ce qu'il vient de dire là ?» Donc, compte tenu de ce que je viens de t'expliquer et de ce que le président Trump vient de publier sur Truth Social, le voilà interrogé par le journaliste à propos de sa demande précédente de reddition sans condition. Au début du conflit, vous aviez dit que vous ne vouliez rien d'autre qu'une reddition sans condition. Et le protocole d'accord ne ressemble pas vraiment à une reddition sans condition. Eh bien, c'est probablement une reddition sans condition. Vraiment? Je crois que oui. Attends. Quoi? Une reddition sans condition? Eh bien, je pense que oui, en quelque sorte. J'en plaisante un peu, mais en réalité, pas du tout, parce que ça montre bien l'état d'esprit du président Trump. C'est au fond un vrai socialiste. On vient de le voir il y a à peine quelques heures, il est extrêmement sensible à toutes les critiques qu'on lui adresse. Et au lieu de reconnaître quoi que ce soit, il répète sans arrêt que rien de tout ça n'est vrai. Je viens de vous montrer 5 des 14 points, juste comme ça en commençant. Et chacun d'entre eux, mon ami, chacun d'entre eux est une concession faite à l'Iran par les États-Unis. Ce pays, qu'il n'a cessé de présenter comme la force militaire la plus puissante de la planète de toute l'histoire du monde, n'a pas réussi à les soumettre. Et maintenant, il leur fait des concessions pour qu'ils rouvrent le détroit d'Ormuz, afin qu'on n'entre pas, comme l'a dit le président Trump lui-même, en dépression. Trump a d'ailleurs reconnu à Versailles qu'il ne restait que 4 semaines de réserve stratégique de pétrole et qu'on allait avoir de vrais problèmes. Il a donc fini par admettre tardivement qu'il y avait bien un problème. Mais aujourd'hui, quand on le met face à ça, son état mental ne lui permet plus de reconnaître une vérité pourtant évidente. Et c'est cet homme-là qui va continuer à prendre les décisions. Et on peut se demander, souvenez-vous, Robert Barnes nous a dit que, d'après certains de ses contacts en coulisses, au plus haut niveau de la Maison-Blanche, il y avait déjà eu 5 fois auparavant une version presque identique de cet accord qui a finalement été signé. C'était déjà sur la table, il y a des mois. Mais à chaque fois que Trump avait donné son accord,
Il revenait ensuite sur sa décision et il retirait le tapis sous les pieds du vice-président Vance. Vance, comme Robert Barnes vient de le rappeler dans notre émission. Alors, est-ce qu'il va recommencer ou est-ce qu'il va laisser celui-là tenir? Parce que je vous le dis, et vous allez le voir, les critiques ne vont pas disparaître. Au contraire, elles vont s'intensifier. Surtout avec le temps qui passe, la colère qui monte, et surtout si du côté iranien, on commence à obtenir quoi que ce soit, en particulier si cet argent finit par être débloqué. Parce que ces fonds versés à l'avance, quel qu'en soit le pourcentage convenu, n'étaient pas mentionnés sur le document. Donc, on va voir ce que la partie iranienne va dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le ministre iranien des Affaires étrangères, il y a environ 7 minutes, conteste les informations selon lesquelles le détroit d'Ormuz aurait été fermé. Il affirme que le trafic commercial continue de passer par cette voie maritime. Cependant, le Financial Times rapporte que les forces iraniennes ont tiré des coups de semonce sur des navires et ont annoncé que le détroit resterait fermé tant que certaines conditions ne seraient pas remplies. La situation reste tendue et la réalité sur le terrain demeure incertaine. Alors, on se demande si c'était peut-être il y a 7 minutes. Le précédent, c'était il y a 3 heures. Il y a environ 1 heure, ils ont annoncé que le Hezbollah et Israël avaient accepté un cessez-le-feu. Donc peut-être que maintenant ils ont dit « bon, c'est de nouveau ouvert ». Qui sait? C'est la confusion totale, même du côté iranien. Rappelez-vous, je vous ai dit qu'il y a des faucons et des partisans de la diplomatie dans chaque camp, y compris en Iran. Et il y a beaucoup de monde en Iran. Et pour être clair là-dessus aussi, c'est un autre facteur qui pourrait tout remettre en cause. Parce qu'il y a de la colère, même en Iran, qu'ils aient accepté ne serait-ce qu'une partie de ces conditions. Autant les 5 points que je viens de vous montrer allaient clairement dans leur sens, autant en Iran, certains disent que ce n'est pas suffisant. Ils en veulent plus. Ils pensent qu'ils gardent encore l'avantage sur le plan militaire et qu'ils peuvent encaisser quelques missiles et bombes américains de plus, parce que ça les placerait dans une position encore meilleure plus tard. On verra bien comment tout ça évolue. Mais revenons-en à l'état d'esprit du président Trump. Ce qui m'inquiète, c'est ce que je viens de vous montrer. Il est incapable de reconnaître des faits évidents, des réalités claires. La vraie question maintenant, c'est de savoir s'il va tirer la leçon de tout ça. Et d'ailleurs, on lui a aussi posé cette question. Qu'avez-vous appris non seulement sur l'exercice du pouvoir, mais aussi sur les limites de votre pouvoir à la suite de ce conflit? Il n'y a pas de limite. Aucune limite. Non, je n'ai pas encore appris cette leçon. Je sais qu'il y en a, mais vous savez, il n'y a pas de limite. On les a complètement vaincus sur le plan militaire. J'ai mis en place un blocus naval, et pas un seul navire n'a réussi à passer. Certains ont essayé, mais vous savez, ça n'a pas duré très longtemps. D'accord, sur ce dernier point, il n'y a absolument rien de vrai là-dedans. Bien sûr que toutes sortes de choses sont passées. Comme avec certains pays du Golfe, les pays du CCG, des cargaisons sont passées grâce à notre accompagnement, enfin pas un accompagnement militaire, mais plutôt à la coordination qu'on a apportée. Plusieurs navires ont réussi à passer. Et de la même manière, plusieurs navires iraniens aussi. Certains n'étaient même pas clandestins, ils étaient complètement officiels. Ils ont tout simplement traversé avec l'autorisation du côté iranien. Donc non, ce que le président Trump a dit là n'est pas vrai. Mais est-ce qu'il y croit vraiment ou est-ce qu'il ment? Franchement, je ne sais pas, c'est pas clair. Mais le fait qu'il dise qu'il n'y a aucune limite à son pouvoir et que ça englobe tout, l'exercice du pouvoir, l'application du pouvoir, même quand on parle de contraintes constitutionnelles, je vous l'ai déjà dit moi-même. Il est en train de confirmer ce que je vous dis depuis le début. Il ne voit aucune limite. C'est un dirigeant militaire autocratique.
Prenez un instant pour bien réaliser ce que ça veut dire. Let that sink in for a second. We love to talk. We're about to celebrate the 250th year. On adore parler. On s'apprête à fêter les 250 ans de notre pays et on emploie toutes sortes de mots comme démocratie, liberté et tout le reste. Et pourtant, on a sous les yeux une situation qui montre clairement qu'on n'a plus les garde-fous constitutionnels, ni la séparation des pouvoirs. On n'a plus de système de contrôle et d'équilibre quand il s'agit de faire la guerre. Ces mécanismes n'existent plus. La loi sur les pouvoirs de guerre de 1973 a été détruite. Elle n'a pas été traitée comme elle aurait dû l'être, légalement, par les tribunaux. Elle n'est jamais allée jusqu'à la Cour suprême pour qu'une décision soit rendue. Les dirigeants politiques ont simplement décidé « Je n'aime pas cette loi, donc je ne vais pas l'appliquer ». Et ils se sont dit qu'ils le feraient, à leur guise, quand bon leur semblerait, que ce soit. L'attaque contre l'Iran en 2025, l'attaque contre le Venezuela, le meurtre et l'exécution extrajudiciaire de personnes à bord d'un bateau qu'on prétendait transporter de la drogue, ou encore cette guerre ici. Trump, et même après tout ça, continue de dire « Je n'ai aucune limite à mon pouvoir. Je ferai ce que je veux, et je me fiche de ce que pensent les autres. » Et il a ajouté « Oui, peut-être qu'il y a des limites, mais je n'en ai pas encore trouvé. » Et puis même dans l'exercice de ce pouvoir, tu disais « En fait, Gary, je crois qu'on a ça. Tu as encore cette vidéo? Fais-la remonter depuis le bas. Je veux montrer ce qu'il a vraiment dit pour bien comprendre pourquoi cette déclaration est si inquiétante. » La voilà, datée du 28 février, quand le président Trump a expliqué exactement pourquoi nous allions entrer en guerre et ce qu'il comptait accomplir. Nous allons détruire leurs missiles et raser complètement leur industrie de l'armement. Elle sera, encore une fois, totalement anéantie. Nous allons anéantir leur marine. Nous allons faire en sorte que les groupes terroristes qu'ils soutiennent ne puissent plus déstabiliser la région, ni le monde, ni attaquer nos forces. Ils ne pourront plus utiliser leurs engins explosifs improvisés, ces bombes artisanales, comme on les appelle parfois, qui ont si gravement blessé et tué des milliers et des milliers de personnes, dont de nombreux Américains. Et nous veillerons à ce que l'Iran n'obtienne jamais l'arme nucléaire. Aux membres des gardiens de la révolution islamique, aux forces armées et à toute la police, je dis ce soir, déposez vos armes et vous bénéficierez d'une immunité totale. Sinon, vous ferez face à une mort certaine. Alors, déposez vos armes. Vous serez traités équitablement, avec une immunité complète où vous affronterez une mort certaine. Enfin, au grand et fier peuple d'Iran, je dis ce soir, l'heure de votre liberté est arrivée. That's good, Gary. We can pull it up from there. But listen, so he said we will. Mais écoutez, il a dit qu'on allait complètement détruire leur marine. On a détruit leur flotte de surface, tout ce qu'on pouvait voir. Mais on n'a pas touché à leurs vedettes rapides, ni à leurs bateaux lance-missiles. Il y en a des milliers. Ils continuent à opérer partout. Donc, on n'a pas atteint les navires qui comptent vraiment pour contrôler le détroit d'Ormuz. Il doit comprendre qu'il y a une limite à la puissance sur ce point précis. Vous vouliez détruire la marine, mais on ne peut pas y accéder parce qu'elle est souterraine. Gary montrait souvent cette vidéo avec ses longues files de bateaux sous terre. Apparemment, il y en a des milliers. On avait des images satellites montrant des formations de jusqu'à une centaine de bateaux à la fois, là-bas dans le Golfe, opérant librement. On n'a pas pu les neutraliser et ensuite ils sont retournés se cacher. On ne sait pas où et on ne peut pas les atteindre. Donc il faut reconnaître qu'il y a des limites à la puissance de la marine. Et ce n'est pas tout. Il a aussi parlé des groupes armés par procuration. Oui, il faut en finir avec tout ça. Personne ne peut soutenir ça. Ce dont je te parle maintenant, c'est du rôle central du Hezbollah, qui mène actuellement une guerre importante contre Israël. Il continue de tirer des roquettes et d'envoyer des drones contre les forces israéliennes. Et dans le nord d'Israël, il reste encore très actif.
À la fin, les Houthis ont pris la parole pour dire qu'ils allaient bloquer le trafic maritime en mer Rouge pour tout navire israélien et qu'ils menaçaient même de fermer le détroit de Bab el-Mandeb. Ça aurait encore aggravé la crise énergétique mondiale et la pénurie. Évidemment, vous n'avez pas réussi à les maîtriser non plus. Et puis, il y a Kataeb Hezbollah en Irak, qui s'était aussi mobilisé et prêt à agir si la guerre redevenait active. Donc, tous leurs alliés restent opérationnels, peu importe les dégâts qu'on leur a infligés, peu importe à quel point Israël, en 2025, a dévasté et décimé la direction du Hezbollah. Ils les ont simplement remplacés, mais l'organisation, elle, est restée debout. Et après avoir été affaiblie, elle s'est reconstruite. Et maintenant, on voit bien qu'ils sont engagés dans une lutte à mort avec eux. Et bien sûr, le Hamas, encore aujourd'hui, dans les territoires palestiniens, à Gaza, comme en Cisjordanie, reste très actif et n'a pas été détruit. C'est donc une autre limite du pouvoir. Vous vouliez faire tout ça, mais vous n'y êtes pas parvenu. Le programme de missiles, on avait dit qu'il fallait détruire tous leurs missiles. C'était d'ailleurs l'un des autres points qu'il avait évoqué dans ce discours. Il faut détruire tous les missiles. On vous l'a montré, je crois que c'était dans l'émission d'hier, où à plusieurs reprises, le président Trump disait « Oui, on va continuer à détruire leurs missiles. Ils ne peuvent pas avoir de programme de missiles. » D'après la secrétaire à la Défense Hicks, c'est le programme de missiles qui a été utilisé. C'est ça qui a permis tout ça. Et pendant qu'on devait aller en guerre, maintenant le président Trump dit « Très bien, ne vous en faites pas. » Et puis, bien sûr, la dernière chose qu'il a dite, c'est que les gardiens de la révolution iranienne devaient être complètement détruits, condamnés à une mort certaine, selon ses mots. Et pourtant, à peine quelqu'un dans les rangs des gardiens a été tué. Très peu. Quelques hauts responsables, tout au plus. Mais les gardiens, même avant la guerre, c'est environ 1 demi-million d'hommes. Combien d'entre eux sont encore là? Presque tous. Alors, quand vous entendez le président Trump dire « Je ne vois aucune limite à mon pouvoir », que ce soit dans son exercice ou dans son application, il faut bien se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez cet homme. Je suis désolé, mais c'est bien la conclusion qu'il faut tirer. Et le fait qu'ils disent maintenant « Hey, je n'ai toujours pas de limite, et c'est encore moi qui décide ici », eh bien, tout comme il aurait, paraît-il, saboté à 5 reprises les occasions précédentes qu'on avait d'en arriver là, il n'y a aucune raison de penser qu'il ne pourrait pas, dans un accès de colère, de frustration ou d'agacement, tout reprendre en main, même maintenant, et donner un ordre qui, encore une fois, ne mènerait à rien. Heureusement, le président Trump n'est pas le seul dans l'administration. C'est lui le chef, le commandant en chef. Mais le vice-président, lui, semble avoir une certaine conscience des limites du pouvoir. Ah, pardon, je vois. Vous avez vu des gens dans leur camp, comme Ben Gvir et Smotrich, qui ont attaqué l'accord. Et je crois que ma réponse pour eux serait « Quelle est exactement votre proposition ?» Parce que vous savez, vous êtes un pays de 9 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas simplement tuer pour résoudre chacun de vos problèmes de sécurité nationale. Alors, si vous pensez qu'on ne peut pas s'en sortir en tuant, où est-ce que j'ai déjà entendu ça? On en parle dans cette émission depuis toujours, littéralement depuis qu'on l'a lancée. On a commencé en 2023, je crois. Oui, donc on approche de notre 3e anniversaire. Depuis le début, on répète qu'on ne peut pas sortir de ces guerres par la force. J'écrivais déjà ça à longueur de page, bien avant que cette guerre ne commence. Parce que, souvenez-vous, le général Petraeus avait dit cette phrase célèbre pendant la guerre en Afghanistan. On ne peut pas gagner juste en tuant. Il voulait essayer toutes ces stratégies de contre-insurrection. Et sur ce point-là, il avait raison. Et je n'ai cessé de le confirmer depuis.
which I have continued to validate. Just because I don't like General Petraeus. Ce n'est pas parce que je n'aime pas le général Petraeus que tout ce qu'il a pu dire est forcément faux. Quand il a raison, je le reconnais. Et là, c'en était un bon exemple. Mais voilà quelque chose que j'ai publié il y a environ 1 an avec nos amis de Redacted. Si vous pensez que cette stratégie va aider, que ce soit Israël ou les États-Unis, on a à peu près 10 ans d'expérience avec les Saoudiens pour montrer que c'est très très improbable. Vous n'allez pas atteindre le succès en tuant des gens. Tout ce que ça fait, c'est entretenir les braises et permettre de continuer à tout mettre sur le dos de l'Iran. Donc, sur ce point, je suis d'accord avec le vice-président. Et je suis content qu'il l'ait dit. Il faut espérer que son patron entende aussi ce message et qu'il le comprenne, parce que c'est indispensable. Il faut que les deux soient sur la même longueur d'onde. On avait entendu de nombreux rapports disant que le vice-président Vance était au courant de tout ça avant même la décision d'entrer en guerre. Et d'après plusieurs sources, lui, Tulsi Gabbard et apparemment quelques autres étaient fermement opposés à cette idée. Ils auraient essayé de convaincre le président Trump de ne pas aller dans cette direction, parce que militairement, c'était irréalisable. Apparemment, il le lui a dit clairement. Mais visiblement, on ne l'a pas écouté. Et maintenant, on voit que le vice-président Vance prend un peu plus d'assurance. Il commence à dire certaines de ces choses à voix haute. On verra si ça rentre dans la tête du président Trump et s'il est capable d'en tirer les conséquences. Parce que ce sera plus difficile pour lui d'agir à l'avenir, maintenant que la vice-présidente reconnaît plus clairement qu'on ne peut pas gagner une guerre simplement en tuant des gens, même quand on dispose d'une grande puissance militaire. Et surtout, sur tous ces sujets dont on parle depuis longtemps, on voit bien que ce n'est tout simplement pas vrai. L'un des points que j'ai évoqués au début, c'est cette tension entre le camp militaire et le camp diplomatique, et toutes les différentes positions autour de ça. L'autre enjeu, c'est directement entre les États-Unis et Israël, et la question de savoir s'ils vont, oui ou non, parvenir à un cessez-le-feu aujourd'hui. Bon, jusque-là, ça va. Mais où est-ce que tout ça nous mène? On voit de plus en plus de signes que le retournement de l'opinion publique américaine contre le gouvernement israélien, et en particulier contre Netanyahou, est en train de s'amplifier. Et on sait que le président Trump accorde beaucoup d'attention aux sondages. Du coup, on commence à entendre des déclarations un peu plus assurées de la part de l'administration elle-même. Et ça concerne à la fois le président Trump et le vice-président Vance. Regardons justement ce que dit le vice-président Vance, parce qu'il a pris tout ça assez personnellement et qu'il a été plutôt audacieux dans certaines de ses réponses. Netanyahou est furieux. Ce n'est pas du tout ce que reflètent les conversations que j'ai eues avec lui, mais peut-être qu'il dit autre chose à d'autres personnes, quelque chose qu'il ne me dit pas à moi. Ce que je peux dire, et ça oui, ça me dérange, c'est qu'on a vu des membres du cabinet de Bibi sortir publiquement pour attaquer l'accord, et parfois même s'en prendre de manière très personnelle au président des États-Unis. Et je dirais que mon message pour eux serait double. D'abord, Donald J. Trump est aujourd'hui le seul chef d'État au monde à être véritablement favorable à la nation d'Israël. Et il se trouve que c'est aussi le chef d'État de la superpuissance mondiale. Si j'étais membre du gouvernement israélien, je ne suis pas sûr que j'irais attaquer le seul allié puissant qu'il me reste encore sur toute la planète. Et le deuxième message que j'aimerais adresser à certains membres du cabinet, pas à Bibi, il faut lui reconnaître qu'il n'a pas pris cette voie, mais à certains de ces ministres israéliens qui attaquent le président des États-Unis, c'est le suivant. Au cours des 3 derniers mois, les 2/3 des armes défensives qui ont protégé votre pays ont été fabriquées par des mains américaines et financées par les impôts des citoyens américains.
Le problème d'Israël, ce n'est pas Donald J. Trump. Et toute personne en Israël qui pense que son plus grand problème, c'est le président des États-Unis, ferait bien de se réveiller et de regarder en face la réalité de la situation dans laquelle se trouve le pays. Ils doivent se réveiller, dit le vice-président Vance. Bonne chance avec ça, j'ai envie de dire. Parce que quand on regarde ce que dit le camp israélien, et je parle du gouvernement, même des plus hauts niveaux, pas seulement de Ben Gvir ou de Smotrich, eh bien, ils sont totalement prévisibles. Ils ne changent jamais. Ils sont toujours pour la guerre, pour éliminer tous ceux qu'ils n'aiment pas, et ils exigent toujours plus des États-Unis. Donc là-dessus, ils ne changent pas. Mais ce sont des membres du gouvernement. On ne peut donc pas simplement les ignorer. Et je suis sûr que c'est exactement à ça que faisait référence le vice-président Vance quand il a dit en gros que certains membres du cabinet devraient se taire. Parce que ça, clairement, ça n'arrivera pas. Et comme il le dit, ils doivent se réveiller. Et je ne pense pas qu'il parlait seulement de Ben Gvir et de Bezalel Smotrich. Je suis presque sûr que ça concernait tout le monde, y compris le Premier ministre Benjamin Netanyahou, parce qu'il va y avoir des changements. Parce que quoi que le président Trump ait pu dire publiquement, même avec ses capacités mentales limitées et affaiblies, je ne pense pas qu'il en soit inconscient. Sinon, il n'aurait jamais signé ce document. Donc oui, il sait qu'il existe bel et bien des limites au pouvoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a reconnu que nos réserves stratégiques de pétrole étaient presque épuisées et qu'il a admis que nous risquions une dépression si nous replongions dans un conflit. Je ne sais pas. Peut-être qu'il regardait notre émission. On peut toujours rêver. Enfin bref, je plaisante évidemment. Ils ont des experts à leur niveau et ils savaient tout ça aussi bien que nous. Et il l'a reconnu. Donc apparemment, il a compris qu'il y avait des limites au pouvoir. Et maintenant, on a la vice-présidente qui le dit ouvertement en disant « Écoutez, on a été entraîné dans cette guerre à cause des assurances données par Benjamin Netanyahou. Netanyahou, d'après tout ce qu'on sait, nous a vendu du vent. Et le président Trump, eh bien, il l'a écouté, et ce n'est pas à son honneur. Au final, c'est lui le président des États-Unis, c'est le commandant en chef. Donc, quand les choses se passent bien, il en tire le mérite. Et quand elles tournent mal, il en porte la responsabilité, surtout quand il s'agit de ses propres décisions. Et celle-ci, c'était sa décision. Il a écouté Netanyahou, malgré l'opposition de sa vice-présidente, malgré l'opposition des services de renseignement, malgré l'opposition de nos chefs militaires, qui, d'après ce qu'on m'a dit, étaient tous d'accord pour dire que ce que Netanyahou affirmait était irréalisable. Et il dit non. Peut-être que ça marchera, parce que le président Trump s'est enivré en quelque sorte du cas du Venezuela. Eh bien, avec Maduro, ça a fonctionné. On est intervenu là-bas, on a organisé un grand événement spectaculaire, taillé pour la télévision, avec de superbes images, et on a obtenu le pétrole. Donc tout ce qu'il faut faire ici, c'est écouter Benjamin Netanyahou et dire « Puisque nous avons ces renseignements, on peut assassiner le dirigeant principal. On a éliminé Maduro politiquement, mais ici on peut l'éliminer physiquement et on obtiendra le même résultat. » Il n'a tout simplement écouté personne qui savait vraiment de quoi il parlait. Et voilà où on en est aujourd'hui. Il a fini, un peu tard, par reconnaître les limites du pouvoir. Mais la question, c'est où est-ce qu'on va à partir de maintenant? Parce que la grande question suivante, c'est si ce cessez-le-feu ne tient pas et s'il ne débouche pas sur une négociation de fin de guerre entre Israël et le Hezbollah, qu'est-ce que le président Trump fera alors? Bon, d'accord, Netanyahou a dit certaines choses. Je suis désolé, le vice-président Vance a aussi fait des commentaires sur Netanyahou, sur la position israélienne. Le président Trump aussi, et vous allez en voir un autre de lui dans un instant. Mais, enfin non. En fait, laissez-moi simplement vous le montrer, parce que c'est assez important ici.
Voici ce que le président Trump dit maintenant à propos d'Israël et plus précisément de Benjamin Netanyahou. S'il n'y avait pas eu Donald Trump et Benjamin Netanyahou, qui a bien travaillé avec moi, mais il vous le dira lui-même, c'est nous qui avons les armes, c'est nous qui avons tout l'appareil, les bombardiers B-2 et tout le reste. S'il n'y avait pas eu Donald Trump, Israël aurait été... Votre relation avec Netanyahou est... C'est bien, mais il faut qu'on le garde un peu raisonnable. Tu penses pouvoir empêcher Israël d'attaquer le Liban? Oui, je pourrais. Comment? Ils ont beaucoup de respect pour moi, et ils font ce que je dis. D'accord. On verra bien. Mais encore une fois, regardez la mentalité ici. C'est moi le patron, c'est moi qui décide, et ils vont faire ce que je dis. Voilà. Pour l'instant, il y a peu de preuves, mais il semble qu'au moins pour le moment, il fasse effectivement ce qu'il dit. En tout cas, sur ce point-là, ils n'ont pas annoncé de cessez-le-feu, puisqu'ils avaient encore attaqué plus tôt dans la journée. Le Liban et l'Iran disaient, en plus de ce qui a été affirmé ici, il y a environ 3 heures, à propos de la fermeture ou du maintien de la fermeture du détroit d'Ormuz, que si cette guerre ne se termine pas, alors ils ne respecteront aucun des autres engagements. Parce que pour eux, c'était le point numéro 1. Alors maintenant, on dirait que tardivement, et on peut imaginer qu'il y a eu pas mal de pression en coulisses, au moins sur le papier, Israël et le Hezbollah ont accepté un cessez-le-feu. Mais on est encore très très loin de respecter les termes, même du simple mémorandum d'accord, pour avancer sur tout le reste qu'on veut essayer de faire. Mais le président Trump pense, je leur ai juste dit de le faire, donc ils vont le faire. Alors la question maintenant, c'est, qu'est-ce qu'il va faire s'ils ne le font pas? Qu'est-ce qu'il va faire si Israël et Benjamin Netanyahou disent qu'ils doivent attaquer le Hezbollah pour leur sécurité nationale? Que ce soit parce qu'ils décident de relancer le conflit, ou parce que, du côté du Hezbollah, quelqu'un là-bas lance une attaque, parce qu'on ne peut pas non plus écarter cette possibilité. Et puis, bien sûr, est-ce que quelqu'un qui regarde cette émission pense vraiment qu'Israël va encaisser des drones ou des missiles sans rien faire, juste parce que le président Trump leur aurait dit de ne pas réagir? Faut pas trop y compter. Et d'ailleurs, regardons l'autre côté de cette équation comme on le fait toujours. On vous donne la possibilité d'entendre l'autre camp sans filtre pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion. Alors, le président Trump vient de dire « c'est moi qui décide, c'est moi qui leur dis quoi faire ». C'est l'expression qu'il a utilisée « je leur dis quoi faire » parce qu'ils me respectent, ils vont m'écouter. Mais voyons maintenant ce qu'a dit Benjamin Netanyahou. Je crois que c'était il y a à peine un jour. Ceci est une déclaration sur la situation sécuritaire dans le sud du Liban. Il est essentiel qu'il n'y ait aucune déviation, aucune sortie du cadre des normes de sécurité d'Israël en ce moment. C'est une déclaration sur la voie de la sécurité dans le sud du Liban. Nous continuerons à viser l'objectif le plus élevé qui nous a été fixé et qui m'a été fixé pendant la majeure partie de ma vie d'adulte. L'Iran n'aura pas d'armes nucléaires. Et tant que je serai Premier ministre d'Israël, cela n'arrivera pas. Écoutez, vous parlez de personnes dont les capacités mentales sont diminuées. Eh bien, il faut mettre Benjamin Netanyahou dans la même catégorie. Il va dire qu'ils ont apporté la paix et la tranquillité à Gaza? Vous plaisantez? Vous vous souvenez de toutes ces vidéos que Gary vous montre depuis des mois où on voit que ça ressemble littéralement à un paysage lunaire, complètement rasé. Depuis le soi-disant cessez-le-feu qu'on a négocié il y a presque un an, près d'1 millier de Palestiniens
ont été tués. Il y a des attaques presque tous les jours à l'intérieur de la bande de Gaza. Il n'y a pas de cessez-le-feu. Tout ça, c'était de la fiction. Et lui, il appelle ça la tranquillité. Ce n'est même pas tranquille du côté israélien. Évidemment, ça ne l'est pas du côté palestinien non plus. Il n'y a aucune définition possible où on peut appeler ça de la tranquillité. La guerre continue. Il n'y a pas de cessez-le-feu. C'est la guerre. Des soldats israéliens meurent régulièrement. Et bien sûr, ils tuent aussi un grand nombre de Palestiniens, encore et encore. Et pourtant, lui, il appelle ça la guerre. Franchement, j'aurais presque pu arrêter la vidéo là et dire « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez ce type ?» Il a vraiment un sérieux problème. Et c'est le même problème qu'on a vu chez Netanyahou hier, quand il a prononcé ce discours, exactement comme en octobre 2023, quand j'ai commencé à prévenir que Benjamin Netanyahou entraînait son pays sur la voie d'une défaite militaire. Il sème des graines profondes, arrosées du sang de beaucoup de gens, qui prépareront une insécurité durable pour son pays, et cela peu importe comment tout ça se terminera. À un moment donné, ça finira par se résoudre. Toutes les guerres se terminent un jour, ne serait-ce que par épuisement. Mais les germes de l'instabilité future sont profondément enracinés, et ils ont été arrosés de beaucoup de sang. Et je vous le garantis, simplement en regardant le dernier millénaire de l'histoire humaine, et surtout au Moyen-Orient, quand une puissance arrive, tue des foules entières, détruit des territoires entiers et repousse des populations, ces gens-là n'oublient jamais. Jamais. Ils continuent à serrer les dents, à ronger leurs freins et à attendre leur heure, tant qu'ils se trouvent dans une position de déséquilibre militaire, tant qu'ils sont en position d'infériorité. Ils vont attendre leur moment, jusqu'à ce que l'équilibre, comme toujours, finisse par basculer. Et dès qu'ils en auront la capacité, ils chercheront à se venger. Et imaginez un peu, je crois que le chiffre réel tourne autour de 70 000 Palestiniens tués, dont une grande majorité de femmes, d'enfants et de personnes âgées. Mais d'après, je crois, la revue The Lancet au Royaume-Uni, ce nombre serait en réalité plutôt de plusieurs centaines de milliers de morts. Dieu seul sait combien sont blessés là-dedans. Rappelez-vous, la population totale était d'environ 2 100 000 personnes au départ, et elles ont toutes terriblement souffert. Je doute très sérieusement qu'il existe une seule famille dans les territoires palestiniens qui n'ait pas perdu des proches. On sait que certaines familles entières ont été anéanties. Et c'est tout simplement humain. Aucun de ces hommes, surtout les hommes, les survivants, ne va dire « Bon, d'accord, oublions le passé, repartons de zéro, écrivons un nouveau chapitre. Serrons la main d'un dirigeant israélien, d'un futur dirigeant israélien, et décidons d'avoir la paix, de coopérer tous ensemble. » Je ne pense même pas que ce soit physiquement possible. Netanyahou a conduit son pays dans cette défaite qu'il a lui-même semée. Et longtemps après qu'il sera soit en prison, soit mort, son héritage restera l'insécurité pour le peuple d'Israël. C'est pour ça que je m'y suis toujours opposé avec autant de fermeté. Et c'est tellement pervers que tant de gens aient eu ce réflexe de dire « Ah, tu es juste contre les Juifs » ou quelque chose comme ça. Tous ceux qui ont tenu ce genre de propos depuis le début ont été étiquetés de cette manière. Et ça m'a toujours mis en colère, non seulement à cause de l'injustice que ça représente, mais aussi parce que ça nuit directement aux intérêts israéliens. Et si vous tenez vraiment au peuple israélien, si vous tenez au peuple juif, alors en soutenant ces politiques, vous contribuez à leur faire du tort à l'avenir. C'est un fait. Je me fiche que ça plaise ou non. Je me fiche que ça vous mette en colère. C'est la réalité. On le voit se produire sous nos yeux. Je l'ai vu moi-même pendant mes déploiements de combat, surtout pendant la période de l'insurrection en Irak et lors de mes 2 missions en Afghanistan.
Et on le voit se dérouler ici. On l'a vu entre les Houthis et les Saoudiens. On l'a vu aussi entre le Hamas et Israël depuis 2023. Franchement, combien de preuves vous faut-il encore avant de commencer à vous réveiller et à comprendre qu'on a de vrais problèmes ici? Je viens de vous montrer Benjamin Netanyahou. Eh bien, maintenant, laissez-moi vous montrer Israel Katz. Et je crois que c'est en fait d'aujourd'hui. C'est leur ministre de la Défense. Et si certains pensent qu'il se prépare à se retirer parce qu'il y a eu un cessez-le-feu, désolé, je n'ai pas la version audio traduite en anglais, mais vous pouvez lire les sous-titres en bas de l'écran. Écoutez bien ce qu'il dit à propos de la Palestine et de l'occupation de la partie sud. Tout d'abord, 200 000 habitants. Tu vois, là, il est en train de dire, en gros, vous savez quoi? On va se débarrasser de 200 000 personnes. 200 000 personnes. Pas le Hamas, pas des combattants, pas des insurgés, même pas ceux qu'on appelle des terroristes. La population a été effacée, forcée de partir, et il dit qu'aucun d'entre eux ne reviendra jamais. Alors dis-moi, sur quelle planète l'Iran, que ce soit les diplomates ou la version plus belliciste, va dire que cet accord signé avec les États-Unis va vraiment aboutir? Que le détroit d'Ormuz va s'ouvrir, que notre blocus va être levé, et qu'on va pouvoir reprendre les négociations sur le nucléaire, tout ça. Si la première condition sur leur liste n'est pas remplie. Et si Israël, quoi qu'ils aient fait aujourd'hui, avec une sorte de cessez-le-feu, tu ne vois nulle part le ministre de la Défense dire « oui, on va se retirer ». Au contraire, il a dit « nous n'allons pas nous retirer. Nous ne nous retirerons jamais, parce que selon eux, c'est nécessaire pour leur sécurité au nord. » Ce qui, soit dit en passant, est un mythe. Ça ne va pas leur apporter de sécurité. Au contraire, ça ne fait que semer encore plus de graines trempées de sang pour de futures insécurités. Et même maintenant, ça ne va rien arrêter, que ce soit les roquettes Katyusha ou d'autres types de missiles que le Hezbollah peut fabriquer ou obtenir, d'Iran ou d'ailleurs. Il les repousse simplement un peu plus loin. Donc il a avancé cette période. Il voulait atteindre le fleuve Litanie. Ils en sont très loin. Ils ont reculé d'une portion assez importante, au point que 200 000 personnes ont été déplacées. Mais enfin, sérieusement, il faut juste faire preuve de bon sens. Si vous poussez la ligne jusque-là, que vous avez tué tout le monde et chassé les gens de chez eux, vous allez provoquer une colère et une haine profonde, extrême, de leur côté contre vous. Et maintenant que vous avez repoussé tous ces gens, ceux qui n'ont pas été tués, vers des zones encore plus surpeuplées, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Ils vont simplement refaire la même chose. Les roquettes, qui étaient peut-être tirées plus au sud la première fois, seront juste tirées un peu plus au nord. Voilà, ça ne changera rien. Et à cause de ça, ils continuent d'aggraver leur propre situation. Ce n'est pas très bon, c'est pas très utile, ce n'est pas très constructif. La dernière chose que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est que si tout ça représente des vents contraires qui empêchent d'avancer, et je veux dire, on n'arrivera peut-être même pas à franchir la première étape avant que tout ça ne déraille, parce qu'à un moment donné, avant d'en venir à cette dernière partie. À un moment donné, il y a une réelle possibilité, voire une probabilité, que l'Iran reprenne lui-même les combats contre Israël. Si Israël continue de faire ce que le ministre de la Défense a déclaré, et si ce que Netanyahou a dit hier, nous ne nous arrêterons pas tant que notre frontière sud ne sera pas sécurisée à notre satisfaction. Reste la ligne de conduite, c'est incompatible avec ce mémorandum d'entente. À un certain point, s'il ne se retire pas, cessez le feu ou pas, l'Iran finira par frapper. C'est ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Ils l'ont déclaré publiquement. Le professeur Morandi, de l'Université de Téhéran, qui faisait partie de leur équipe de négociation lors du premier cycle, a confirmé que, d'après ses sources, ils le feront tôt ou tard.
Il ne sait pas quel est le déclencheur. Il a dit « Je ne fais pas partie du gouvernement, mais je vous dis simplement, d'après les conversations, que c'est ce qu'ils vont faire. Mais leurs responsables l'ont déjà dit publiquement, donc je n'ai même pas besoin de source pour ça. Ils l'ont confirmé ouvertement. On voit bien que ça va rester l'épicentre et que ce ne sera probablement même pas une question du détroit d'Ormuz. Ce sera une décision à prendre. Et comme Gary vous le montrait il y a une minute, au moment où on parle, on ne sait toujours pas si c'est ouvert ou non. Qui sait? On le découvrira sans doute quand la poussière retombera, peut-être plus tard dans la journée ou demain. Il va falloir attendre et voir. Mais pour l'instant, les pétroliers civils qui doivent naviguer dans cette zone ne vont sans doute pas se précipiter vers la sortie en espérant que ce soit ouvert. Donc, dans tous les cas, il ne faut pas s'attendre à un afflux de pétrole qui passe par là. Beaucoup vont vouloir se dire « Attendez, est-ce que c'est vraiment sûr ou pas ?» Personne ne veut être le premier tanker à se transformer en torche en pleine nuit parce que quelqu'un n'a pas donné son accord. Il reste encore beaucoup de chemin à faire, même sur ce point. Mais le problème entre le Hezbollah et Israël pourrait tout faire dérailler. Et enfin, je veux souligner que malgré toutes ces difficultés, il y en a encore une autre au sein même du cercle rapproché du président Trump. Et puisqu'on parle de ceux qui refusent d'accepter la réalité et ne veulent pas reconnaître ce qui est pourtant évident, sur la question précise des limites du pouvoir, voici le général Jack Keane qui explique, en gros, qu'on aurait pu gagner. Et d'ailleurs, si je vous montre ça, c'est parce que je pense que Keane commence ici à préparer le terrain pour une sorte d'insurrection, si on peut dire, à l'intérieur même du camp Trump. L'idée, c'est de dire « Et, pour reprendre les mots de Robert Barnes, il nous a coupé l'herbe sous le pied. On tenait la victoire, mec. On allait réussir. » Et écoutez bien, dites-moi que vous n'entendez pas, dans ce que dit Jack Keane, les prémices de ce discours qui reviendra plus tard pour dire « Si seulement Trump avait eu un peu plus de courage, on aurait gagné. » Ce qui s'est passé en réalité, c'est assez simple. Le président a opéré un changement de priorité majeur sur la base de conseils liés aux objectifs militaires. Ces objectifs étaient clairs, on les connaît tous. Éliminer leurs capacités offensives, nucléaires, missiles balistiques, drones, et le soutien à leurs groupes alliés. L'idée, c'était qu'à terme, ils deviendraient vulnérables à une reprise de contrôle par leur propre population. C'était la trajectoire sur laquelle on avançait. Mais vers la 4e ou la 5e semaine, on a arrêté. Et la réalité, c'est que la priorité s'est déplacée vers des objectifs économiques et politiques, notamment en lien avec les élections de mi-mandat. Ses conseillers ont fait circuler l'idée que, vu la persistance de la fermeture du détroit d'Ormuz, et puisque les prix du pétrole et du gaz allaient rester à leur niveau actuel, voire augmenter, si on reprenait les opérations militaires, il y avait un vrai risque que dans ce cas, les Iraniens puissent riposter efficacement contre les infrastructures pétrolières et gazières des États du Golfe. Les responsables militaires, eux, ont écarté cette hypothèse. Moi, en estimant que je suis capable de les défendre correctement et en même temps de neutraliser la majeure partie de la capacité offensive iranienne. Mais malgré tout, cette idée a fait son chemin. Et je pense que le risque d'ouvrir le détroit d'Ormuz, ce qu'on a tenté avant que tout soit arrêté à la 36e heure, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les pays arabes ont mis la pression sur le président. Ils ont dit, premièrement, on ne pense pas que ça va marcher. Et deuxièmement, on craint qu'ils s'en prennent aux infrastructures pétrolières et gazières. Ils n'avaient aucune idée de nos capacités militaires pour rouvrir le détroit, ni de ce que nous pouvions faire pour défendre efficacement ces infrastructures et neutraliser les capacités offensives de l'Iran.
Wow, are you kidding me? Here Mais enfin, Jack vous Keane plaisantez? saying that the Arabs Voilà Jack Keane don't qui dit que les Arabes ne understand our comprennent pas ability notre to open capacité the à strait rouvrir le and to détroit et à les protect them. protéger. How in Comment peut-on God's name sérieusement avancer un do tel you make argument? that On ne argument? les a pas défendus. We On n'a même pas didn't protégé nos defend propres them. bases, bon We sang. didn't even protect our 20 own d'entre elles bases, ont for été God's gravement sake. endommagées. 20 20. of them were 13 de badly nos damaged. soldats ont été tués. 400 ont été blessés. Tous ces pays du CCG ont subi des dégâts importants. Certains sur des cibles civiles, d'autres sur des cibles militaires, d'autres encore sur des infrastructures énergétiques, notamment le champ gazier de Pars au Qatar. Les dégâts là-bas ont été considérables. On n'a jamais réussi à les arrêter. On n'a pas pu les protéger. Et l'Iran a clairement dit que si on reprenait la guerre active, ils allaient frapper d'autres cibles énergétiques très précises qu'on n'aurait encore une fois pas pu protéger complètement. Et comme Moscou est en train de l'apprendre, on peut abattre, enfin, même si on réussit à en intercepter, disons plus de 90%, si on vous inonde de drones, il y en aura forcément quelques-uns qui passeront. Et là, on aura des frappes vraiment spectaculaires. Mais rien ne prouve qu'on atteigne ce fameux taux de plus de 90%. On est bien en dessous. Les États arabes du Golfe, eux, ont bien compris les limites de notre puissance et celles de nos promesses. Et voilà l'idée générale. Jack Keane, qui visiblement ne comprend pas grand-chose à tout ça, se moque des Arabes parce qu'il ne saisirait pas qu'on pourrait rouvrir le détroit d'Ormuz et les protéger. Très bien, mais c'est évident qu'on ne les a pas protégés. Et puis, franchement, si on pouvait rouvrir le détroit, pourquoi tu n'as pas fait, Jack? Pourquoi on ne l'a pas fait pendant ces 40 premiers jours? Ce mythe complètement absurde, selon lequel on aurait atteint 75% des objectifs et qu'il aurait suffi de quelques semaines de plus pour obtenir les 25% restants, est évidemment, enfin, ça devrait sauter aux yeux de n'importe qui. C'est absurde. Vous pensez vraiment, et vous allez défendre ça ici, que le président des États-Unis, le chef d'état-major interarmé, le commandant du CENTCOM, se sont tous réunis pour se dire « Eh, tu sais quoi? On les a presque eus. On a presque tout détruit. Il ne reste que 25%. Mais tu sais quoi? Arrêtons-nous là. On va s'arrêter maintenant et voir si on peut négocier un accord où ils obtiendront presque tout ce qu'ils demandaient. Alors qu'on pourrait simplement continuer. Il suffirait de quelques semaines de plus et ils seraient complètement anéantis. Le détroit serait ouvert. Mais vous savez quoi? On va s'arrêter là. Voilà ce qu'il faudrait que ce soit vrai pour que ce que Jack Keane vient de vous dire, le plus sérieusement du monde, le soit vraiment. Et ça ne l'est pas. Ce qu'il a dit est absurde, comme je viens de vous le montrer avec cet exemple. C'est ça qu'il aurait fallu pour qu'il ait raison. Mais ce n'est pas le cas. Il n'a pas raison. Pourtant, c'est le mythe qui est déjà en train de se construire. Vous le voyez bien. Et je parie que si vous commencez à écouter certaines de ces autres déclarations ou à suivre d'autres personnes sur X ou ailleurs, sur les réseaux sociaux, dans des extraits d'émissions télé, vous allez voir ce mythe se mettre en place. Celui selon lequel le président Trump aurait retiré le tapis sous les pieds de l'armée. On l'avait verrouillé, on l'avait gagné, on aurait réussi. Et encore une fois, c'est un de ces cas où c'est presque impossible de prouver un négatif. Donc comme on n'a pas continué à se battre après ça, on ne peut pas, comme devant un tribunal, prouver qu'on n'aurait pas réussi. Maintenant, la logique dit clairement qu'on ne pouvait pas, puisqu'on ne l'a pas fait pendant les 40 premiers jours. Et continuer aurait été complètement absurde. Ça nous aurait juste fait encore plus de mal. C'est logique, et on peut montrer que ces 40 premiers jours l'ont confirmé. Mais lui, il va compter sur certaines personnes, parce qu'elles ont envie de croire ce qu'il dit. Ils veulent croire qu'on aurait pu le faire, et ils veulent revenir en arrière pour réessayer,
parce qu'ils vont rester insensibles à toutes les preuves dont je viens de parler, ou même à la logique militaire la plus évidente. C'est pour ça que beaucoup de chefs militaires s'étaient opposés à ce projet dès le départ, et que le vice-président aussi s'y était opposé. Ils avaient vu venir les choses, et ce qu'ils avaient dit s'est révélé exact. Mais ça va pas les arrêter. Alors, gardez bien ça à l'œil. Et croyez-moi, quand ce sujet reviendra, on va continuer à le décortiquer et on va le mettre en pleine lumière, celle de la vérité. Parce qu'il n'y en a tout simplement pas. Ces gens-là sont incapables de voir au-delà de leur soif de guerre. Même les preuves physiques, les corps de soldats américains, les débris de nos navires, les débris de nos avions, et 100 milliards de dollars, sans doute encore plus à ce stade, de notre argent, rien de tout ça ne les ébranle. Moi, ça me touche. Beaucoup d'autres aussi. Et apparemment, avec un peu de retard, ça commence à toucher le président Trump. On verra bien comment tout ça va évoluer. On verra ce qui se passe ensuite. Bien sûr, il y a énormément de choses qui peuvent arriver ici et on va continuer à vous tenir informés de tout ça. Merci à tous et on se retrouve dans le prochain épisode de Daniel Davis Deep Dive. Thanks, folks, and we'll see you on the next episode of the Daniel Davis Deep Dive.